Pas du tout facile, il faut le préciser d'ailleurs, pour avoir tous ces invités, surtout les avoir sur le plateau, il faut les placer à gauche et à droite. Et il y a une équipe, toute une grande équipe derrière les femmes, les hommes. Il fut un temps où il y avait certains travaux qui étaient seulement faits pour les hommes, mais là, même les femmes en font partie. En tout cas, mes hommages à toute mon équipe ce matin. À ma droite, Dr Yamtiba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos, merci de me recevoir une fois de plus. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien, j'ai profité du long week-end pour dormir. Il le fallait à tout prix. Dormir, je me suis reposé. Oh, tant bien que mal, bon, on espère que vous vous êtes bien reposé. Eric Baba-Bika, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à l'ensemble de mes copains, bonjour au professeur. Vous êtes devenu quelqu'un qui résout les problèmes de terre, Non, du tout, je veux revenir. En fait, je voulais d'abord saluer mon enseignant, le professeur Soumo, que je n'ai plus revu au département, à la faculté des sciences, des sciences humaines depuis, parce que je suis parti du département. Et j'ai un peu mis un stand-by à mes travaux de recherche. Donc vous êtes face à votre professeur ce matin, à votre enseignant ce matin. De temps en temps, je n'hésitais pas à mettre un petit pied sur ses pieds quand il ne voulait pas me donner ce que je veux. Okay, bonjour. Non, mais mon coup de gueule ce matin, c'est à l'endroit de l'autorité administrative de l'arrondissement de Lukbadjek. C'est dans le département de la Sanaga-Maritime relatif à des problèmes fonciers qui ne font que se multiplier. J'ai fait une descente sur le terrain en début de semaine. Et là, le constat qui me revient, c'est que à l'arrivée du sous-préfet, un certain nombre de faits ont été modifiés, c'est-à-dire les descentes sur le terrain étaient préalablement conditionnées à une caution de 50 000. Quand le mec arrive, il augmente ses descentes sur le terrain à 100 000. Et puis, ironie du sort, c'est qu'il ne descend jamais sur le terrain. Il envoie plutôt ses assistants qui reviennent avec des rapports parfois erronés. Et à côté de ça, on impose un peu aux autorités locales, notamment les chefs, à pouvoir poser les signatures sur des procès verbaux dont ils ne se reconnaissent pas. Parce que quand on soit le cas dans un village, la première autorité qui est en charge des palabres foncières devrait d'abord être les chefs et la notabilité. Quand ils sont exclus, puis on les parachute un procès verbal, où ils ne se reconnaissent pas, ils refusent à poser des signatures. Et cela s'ensuit des menaces de destitution, des menaces d'identification de leur appartenance politique. Et toutes les populations sont vraiment en émoi. Vivement que le préfet de la Sanaga-Maritime, d'ailleurs j'ai saisi l'un des députés de la Sanaga-Maritime, à savoir François Biba, pour que ce problème soit porté sur la table du préfet, afin qu'on essaye un peu de désamorcer la tension qui est dans cet arrondissement-là. Il faut également préciser que c'est un arrondissement qui est très proche du département de Voré, c'est pas très loin de la Dibamba, donc ça fait l'objet de toutes les convoitises foncières de la part des citadins de Douala qui veulent trouver à cet espace-là leur zone de campagne. Et ça y va vraiment avec tout ce qui va avec, notamment de grosses sommes qui circulent, que ce soit en haut ou en bas, mais l'essentiel c'est qu'on puisse arriver à ce qu'on désire. Donc, mes encouragements également à cette population-là, qui justement ne doit pas cesser de se référer à l'autorité administrative pour que la solution soit solutionnée. Je vous vois guetter votre professeur de temps en temps, là, votre enseignant. J'espère qu'il va pas vous frustrer tout au long de l'émission. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelqu'un qui sait prendre des coups de poing, il sait également en donner. Non, je voulais justement pas qu'il y ait ce genre de soucis entre vous deux, parce que je vous vois le guetter de temps en temps quand vous prenez votre parole. Bon, on espère que ça ira. Professeur, ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour à mes copanélistes, bonjour à mon fils qui est en face de moi. J'en ai formé beaucoup, c'est depuis 1993 que j'enseigne. Vous imaginez, partout où je vais à la banque, je retrouve mes enfants, à la télé, je retrouve mes enfants un peu partout. Dans l'armée, dans l'administration, etc. Donc, je suis un homme comblé. Et bonjour à vos téléspectateurs. Comblé également de voir Eric Bika sur votre plateau. C'est même d'ailleurs une belle image qu'on vous montre là, sur vos petits écrans. Vous êtes en face de lui. Tout à fait. Vous savez, ce sont des arbres que nous avons plantés. Et comme dit l'adage, qui a planté un arbre n'aura pas vécu inutilement. Vraiment, il n'aura pas vécu inutilement. Et on sait que vous n'aurez pas vécu inutilement en tout cas. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, je pense que ça fait toujours plaisir de se retrouver avec des personnes qu'on connaît, qu'on a perdu de vue et que subitement le hasard nous fait les rencontrer. Tout à fait, c'est aussi le charme de cette émission. Je salue tous les spectateurs qui nous regardent dans le cadre de cette tribune, sur le continent africain et au-delà. Mon coup de gueule de ce matin va soulever deux problématiques.
Alors, le Cameroun doit-il s'inspirer du modèle chinois ou russe en matière de contrôle des réseaux sociaux? La question mérite d'être posée sur le temps qu'il y a quelques temps. Ils ont annoncé, n'est-ce pas, le décès du président de la République. Mais bien évidemment, c'était un fake news, c'est-à-dire c'était faux. Quelques temps après, bien évidemment, le colonel médecin, le colonel Marius et tout dit, qui était le médecin personnel du chef de l'État, il est décédé. Les réseaux sociaux ont annoncé le Covid-19, ce qui n'était pas vrai. Je ne voudrais pas dire de quoi il est mort sur cette tribune. Sujet est-il qu'il a été conduit à l'hôpital ce jour-là à 20h par sa fille qui est également médecin et il en est décédé le même jour à minuit. Toutes les personnes, notamment son épouse qui est restée au chevet à son chevet, ont été, et les autres membres de sa famille ont été testés négatifs au Covid-19. Alors, première question, qui avait intérêt à envoyer sur les réseaux sociaux le décès d'officiers de l'armée, de notre armée, qui a été enterré, comme ça se passe de plus en plus, là-bas vite. La seconde question que je voudrais poser ce matin, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre que de plus en plus on constate que les documents confidentiels de la présidente de la République se retrouvent sur les réseaux sociaux? Oui. Alors, qui a intérêt à ce que les choses se passent ainsi? Finalement, il y a lieu de craindre que un jour, le bulletin de santé du chef de l'État se retrouve sur les réseaux sociaux. La dernière question que je voudrais me poser ce matin, c'est de savoir, depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, pourquoi chaque décès est lié au Covid-19? Je pose toujours la même question tous les jours. Pourquoi chaque décès est lié au Covid-19? Je pense que nous avons, pour revenir au problème de fond, c'est-à-dire le contrôle des réseaux sociaux, je pense que nous avons des intelligences au Cameroun qui peuvent nous créer d'autres espaces plus contrôlables que Facebook, WhatsApp et les autres, parce que ça dérive, ça va en vrille. Messieurs, merci en tout cas pour ce coup de gueule. Merci à tous vos coups de gueule d'ailleurs. De temps en temps, il ne faut pas également oublier qu'on nous écoute justement et on espère tout simplement qu'on nous a également écouté ce matin. Ce plateau est rempli d'enseignants. Docteur Yamb, Eric Pépin Bikaï, professeur Assoumou, pour pas que je dise professeur, docteur là, c'est bon plaisanter, Albert Anatola ici, et sans oublier notre invité. Moi, je ne suis pas enseignant. Vous êtes journaliste, forcément vous êtes un enseignant. Et sans oublier bien sûr, Kamge Tagamo Faustin, président de l'association Ernest Éducation, et bien sûr qui fondant la promotion de l'éducation des jeunes, lui également est dans ce studio ce matin. On va le recevoir en tout cas dans un instant. Messieurs, au cours de la reprise des cours qui est programmée en tout cas le 1er juin prochain par le gouvernement, celle-ci est menacée depuis quelques jours par les exigences des enseignants. En effet, le syndicat des enseignants du Cameroun pose des conditions aux autorités pour la reprise des cours le 1er juin prochain. Il demande au gouvernement d'organiser les examens sur la base de la couverture à jour des programmes scolaires. En deux, d'échelonner la reprise des classes en commençant dans le secondaire, à partir en tout cas des terminales, pour éviter l'engorgement des campus. Parmi les autres conditions que posent d'ailleurs les enseignants camerounais figure la disponibilité gratuite des masques et gels hydroalcooliques pour tous les élèves et enseignants sur les campus scolaires, ainsi que, il faut le dire ainsi, comme il le précise d'ailleurs, la limite à 24 par classe du nombre d'élèves. Les enseignants disent être préoccupés par la situation sanitaire des élèves et exigent aux autorités d'assurer la désinfection quotidienne et méticuleuse des campus scolaires. En rappel, il faut également le dire, les autorités ont annoncé la reprise des cours pour les classes d'examen dans le primaire et le secondaire. On parle bien sûr du premier et du second cycle le 1er juin prochain. Pendant ce temps, il faut également le dire, les dirigeants d'associations des parents d'élèves du Cameroun ont exigé 1000 francs CFA par élève pour l'achat des masques de protection et des gels hydroalcooliques d'un cubiténaire de 1000 litres par établissement, ce qui est une arnaque pour plusieurs parents. Il faut d'ailleurs préciser également que cette exigence, ce qui ne plaît pas non plus au ministère des enseignements secondaires qui s'est désolidarisé des APE. Le ministère a quand même dénoncé hier lundi une arnaque en complicité avec certains chefs d'établissement. Eh bien, le ministère des enseignements secondaires a décliné toute responsabilité liée à la perception de la somme de 1000 francs CFA par élève lors de la reprise des cours le 1er juin prochain. Messieurs, voilà le problème que nous avons ce matin et je veux bien sûr prendre vos réactions. Je commence par le docteur Yamp. Écoutez, rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où quelquefois vous vous demandez à
quoi cela sert-il aux gens d'être dans des bureaux? C'est une cacophonie incroyable. C'est-à-dire que nous retrouvons face à des problèmes simples qui sont posés à la fois par les enseignants, le grand public, depuis toujours. La carte scolaire. Alors, vous voulez que les élèves des classes d'examen rentrent à l'école, ça veut dire CM2, Oui. Troisième, première, terminale. Alors, très bien. Donc, avec toutes les équivalents, disons que c'est ça l'architecture, quel que soit le système, dans les deux sous-systèmes. Bizarrerie, deux sous-systèmes. Bon, alors, vous êtes censé quand même connaître le nombre d'élèves exact, le nombre de salles de classe disponibles, et donc, vous savez quelle est la distribution qui peut être faite dans les différentes salles de classe, dans les différents campus. Si les enseignants craignent que les campus soient bondés, mais c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que personne ne sait réellement combien d'élèves on a, ni combien de salles de classe nous avons, ni combien de tables bancs on a. Mais c'est le minimum en termes statistiques que chaque chef d'établissement doit avoir comme information et que le gouvernement doit avoir comme information. Autre chose, bon, les enseignants, j'aime bien leur combat. Ils disent qu'il faut qu'on leur offre des masques, des solutions hydroalcooliques, etc. Mais si on ne leur donne déjà pas de la craie, c'est ça qu'on va leur offrir? Parce que la craie, c'est le minimum pour enseigner. Si déjà on ne leur donne pas de la craie, est-ce que c'est ça qu'on va leur donner? Sauf qu'on a un gros budget qui est annoncé. Et je me suis toujours demandé, toutes ces associations de droits de l'homme qui ne savent défendre que se lancer que dans les combats pour lesquels ils aspirent l'argent qui viendrait des gens qui sont de l'étranger, des financements étrangers, pourquoi ils ne se sont jamais lancés, soutenus les enseignants, soutenus la communauté éducative? Parce que si je dis soutenir les enseignants, c'est comme s'il y avait un conflit ou un combat. Non, il s'agit de l'avenir du pays. Donc, se lancer là-dedans, essayer d'interpeller tout le monde, proposer des solutions et dire ce qu'il faut faire. Personne ne fait ce travail, mais le droit à l'éducation semble être l'un des droits fondamentaux. Justement. Alors, les personnes ne se lancent là-dedans. Maintenant, désinfecter les salles de classe, mais ça va de soi, c'est le minimum. C'est comme si à la rentrée scolaire, on dit qu'il faut désherber. Si vous ne désherbez pas, on va faire les cours dans les herbes, dans la broussaille. Et là, vous pensez qu'en cette période de pandémie, on doit s'amuser avec la désinfection des salles de classe, des bureaux et tout cela? Non. Non. Je crois que... et puis, il me semble qu'il y a une cagnotte qui est en train d'être mise en place, dont une partie peut être utilisée pour ça. Alors, je crois qu'on a un gros problème qu'il faut que les ministres en charge de l'éducation de manière générale règlent très vite. Parce que ça risque de devenir une bombe à retardement et ça risque de créer de sérieux problèmes. Cette affaire d'APE. Je ne comprends pas du tout pour quelle raison est-ce qu'on donne un tel pouvoir aux gens. D'arnaquer au-dessus de tout le monde les parents. Est-ce qu'on a déjà fait l'audit de ces associations? Est-ce que les Camerounais savent que chaque association a l'obligation légale? Parce que quand le ministre de l'administration territoriale le rappelle à certains, d'autres croient que ce n'est pas un rappel qui est fait pour eux. Toutes les associations ont le devoir de déposer leurs états financiers et leurs rapports d'activité à chaque fin d'année à la préfecture du lieu de leur siège. Personne ne le fait, sauf que les APE, il faut bien qu'on sache tout l'argent qu'elles collectent, ce qu'elles en font. Parfois, on sait que la Constitution garantit la gratuité de la scolarité jusqu'à 16 ans. Ça équivaut peu ou prou chez nous entre la classe de seconde et la classe de première. Sauf que quand vous allez dans la plupart de nos lycées et collèges d'enseignement public, oui. Vous savez que pour les enfants qui sont de la 6e en terminale, c'est au minimum 50 000 qu'il faut payer chaque année. Puis tourne autour de 1000 choses que les APE exigent. Je crois qu'il y a une chose à laquelle nous devons faire attention. Former un enseignant nous coûte beaucoup d'argent. Et un enseignant, c'est un monsieur sérieux. C'est d'ailleurs la personne la plus importante dans un pays. Si les gens ont tendance à oublier les principes de base, les fondamentaux de la vie sociale, il faut qu'on leur rappelle. L'enseignant est le fonctionnaire le plus important dans un pays. Je voudrais qu'on le répète. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on devrait répéter à tout le monde, tous les matins, tous les soirs. Parce que j'ai comme l'impression qu'on oublie ça. Vous et moi, nous sommes ici pourquoi? Parce qu'il y a eu des enseignants. Pourquoi est-ce que nous sommes tous assis autour de cette table et nous regardons tous le professeur Assoumou avec beaucoup de respect? Parce que c'est les gens comme lui qui ont fait de nous ce que nous sommes. Parce que sans les gens comme lui, nous ne serions rien du tout.
L'enseignant est le fonctionnaire le plus important dans un pays. Et vous prenez votre actif le plus important dans un pays, vous le mettez dans une discussion sur les masques, sur les gels hydroalcooliques, sur la désinfection des salles de classe. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est le plus important pour nous, on ne veut pas le protéger, on ne sait pas le protéger, on n'a aucune envie de le protéger. Mais quand vous aurez perdu ce que vous avez de plus important dans la vie, dans votre vie sociale, il vous restera quoi? Il y a quand même là quelque chose qui fait peur et qui amène à se dire, mais c'est quoi ce genre de débat? Quel est ce débat qu'on veut mener entre les enseignants et l'administration qui ne signifie rien du tout? Il est temps. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les enseignants ne sont pas les fonctionnaires les plus payés, les mieux payés dans notre pays. C'est incroyable. C'est eux qui forment tout le monde, mais ils sont les moins payés, les moins bien payés. C'est quelque chose de terrible. Et peut-être que, sans dire aux enseignants de ne pas reprendre les cours le 1er juin, je leur dirais d'être beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus durs avec l'administration, parce qu'il y a un minimum de choses qu'il faut respecter. Ils demandent des petits per diem. Il y a tellement de petites dispositions qui datent, pour ceux du secondaire, qui datent de 1974, des années 70, sur la correction des copies, sur un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de choses à revoir dans ce secteur et qui permettaient de remotiver, de redonner aux enseignants le lustre d'avant qu'ils ont toujours eu. Et c'est important dans un pays. La façon dont vous traitez vos enseignants indique vos ambitions en matière de développement. Parce que si vous les traitez bien, ils vont bien former vos enfants. Donc, vous êtes en train de dire, nous voulons un pays où nous aurons des ressources humaines de qualité et donc un certain niveau de développement. La chance que nous avons, c'est que les Camerounais sont des gens d'une intelligence extraordinaire. Les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent sont telles qu'on ne devrait pas du tout avoir la qualité des ressources humaines que nous avons aujourd'hui. Et je parle là sous le contrôle de quelqu'un qui vient de vous dire que ça fait 27 ans qu'il est enseignant dans le supérieur. Vous regardez les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent dans ce pays, que ce soit des 2 ordres d'enseignement, des 3, vous vous demandez par quel miracle ils arrivent à former les gens de qualité qu'ils ont formés au Cameroun. Donc je crois, et je suis par là, je pense que le gouvernement, pour une fois, devrait vraiment se calmer et donner aux enseignants le minimum qu'il faut, parce qu'il en va de leur santé. Il ne faut pas qu'ils oublient une chose. Ils ont le devoir de faire leur métier. Mais vous savez que le devoir de protéger leur vie est au-dessus du devoir de faire leur métier. Oui. S'ils sentent que leur vie est menacée, constitutionnellement, ils ont la protection qu'il faut pour qu'ils disent non. Et personne ne leur en voudra. Parce qu'une vie ne se répare pas. Je vais me tourner vers le professeur Assoumoua parce que je vais commencer par les enseignants. Messieurs, vous allez me pardonner ce matin. Professeur Assoumoua, vous l'avez suivi, le docteur Yam tout à l'heure, jusqu'à preuve de contraire. L'élément essentiel d'une société, d'une nation, d'un pays, c'est l'enseignant. Mais on a l'impression aujourd'hui que cet enseignant, il est négligé. Oui, c'est le terme à utiliser. Oui, le docteur Yam a parfaitement raison. Aucune société ne peut se bâtir, se construire sans enseignants. Avant la fameuse invention de l'école, les parents étaient des enseignants. Et vous savez, dans la société française et un peu partout en Europe, il y avait des gens, avant l'invention de l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui jouaient le rôle de tuteurs, donc qui étaient des enseignants, qui enseignaient dans les familles. Alors l'enseignant est à la base de tout. Je peux le dire aujourd'hui, la société a évolué et la responsabilité de l'instruction et même de l'éducation a été confiée aux enseignants, même si les parents jouent également leur partition au niveau de l'éducation. Mais justement, il faudrait que les enseignants se prennent au sérieux. Je suis un peu gêné d'aborder cette question sous l'angle d'un groupe d'enseignants qui dit non à la reprise des classes le 1er juin prochain. J'aurais bien voulu qu'on discute de cette reprise des classes et non des enseignants qui disent non à la reprise des classes. J'aimerais savoir quels sont ces enseignants, parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu leur mémorandum, mais je n'ai pas entendu parler des syndicats qui ont dit non.
Ce sont les syndicats, en tout cas. Ce sont les syndicats. Oui. D'accord. Alors, je dis que je suis gêné parce que on a annoncé la reprise des cours depuis plusieurs semaines déjà. Et c'est à la veille que les enseignants viennent dire non. En posant quel problème, le docteur Yam l'a dit, en posant le problème des désinfections, je crois que c'est ça qui est prévu. Au niveau de l'université, il y a des réunions tous les jours, au niveau de l'enseignement supérieur, avec le ministre d'État et les recteurs et autres, ça, vous le savez. Il y a des réunions au niveau du rectorat, des réunions au niveau des établissements pour préparer la reprise. Et à ce qu'ils sachent, c'est justement ce qui est prévu, la désinfection des salles, la distribution des masques, des gels hydroalcooliques, des gels, la distanciation sociale. C'est ce qui est prévu qu'ils sont en train de demander. C'est pour ça que je dis les enseignants doivent être sérieux également pour être respectés. Parce que je ne comprends pas cette sortie des enseignants. Vous savez, la reprise des cours est un risque. Ça, nous le savons, pour les élèves, pour les enseignants, pour le personnel administratif. Ok, ces gens vont sortir de chez eux, ils vont emprunter des taxis, des motos et autres. Vous savez, c'est une maladie qui se transmet par le contact. Et arrivé au niveau de l'école, ils seront en contact pour les élèves avec les enseignants avec les élèves, le personnel administratif, etc. C'est très compliqué de gérer tout ça. Bon, mais l'État était face à un dilemme. Il fallait prendre une décision. Est-ce qu'il fallait sacrifier l'année scolaire? Est-ce qu'il fallait sacrifier l'année académique? Ou sauver l'année académique? Ça, il faut le comprendre. Et cette responsabilité, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État. C'est également la responsabilité des enseignants, la responsabilité des parents. Est-ce qu'il fallait sacrifier l'année académique, l'année scolaire, ou sauver l'année académique, l'année scolaire? Et l'État a opté pour la deuxième option, sauver l'année scolaire, sauver l'année académique. Et ces syndicats, je crois avoir entendu qu'il s'agit surtout des enseignants du secondaire, mais ils sont moins exposés que ceux du supérieur. Ça, vous savez, au niveau du secondaire, ce ne sont que des classes d'examen, dont le quart de la population scolaire, et cela est gérable. Et c'est pour cela que dit, au niveau de chaque établissement, quand on dit 25 élèves par classe, 24 élèves par classe, mais c'est au niveau... C'est gérable. C'est gérable. Oui. Au niveau de chaque établissement, c'est le quart de la population scolaire. Et s'il faut commencer par les terminales, après les premières, etc. Mais au niveau de l'établissement, on gère ça. C'est pas l'État qui va vous dire comment il faut organiser. L'État ne viendra pas nous dire combien de groupes de travaux dirigés nous devons constituer à l'université. C'est au niveau de chaque université qu'on doit s'organiser. Donc, je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Parce que, quelqu'un l'a dit, le plus grand défi de 2020, c'est de rester en vie. Le reste, bon, on verra bien. Il faut chercher à... Et toutes les dispositions doivent être prises à tous les niveaux. Quelqu'un a parlé de la responsabilité ici, dont elle devrait être la préoccupation de tous et de chacun. Et la préoccupation des enseignants devrait donc être, est-ce que toutes les dispositions sont prises? Et là, au niveau de l'établissement, les proviseurs, je suis sûr qu'ils sont en train de s'organiser. Et puis, ils ont demandé, j'ai quelques enseignants chez moi. Ok, Dieu merci, Dieu m'en a donné. Donc, les proviseurs sont en train de les harceler pour qu'ils rejoignent leur poste. Et il y aura des réunions avant la reprise des cours. C'est là où les dispositions seront étudiées et validées par tout le corps. Donc, je ne sais pas pourquoi on doit aller crier. C'est comme si vous vouliez traverser le pont avant d'arriver à la rivière. C'est quand même assez incroyable. Il faut d'abord arriver à la rivière avant de traverser le pont. C'est là où les problèmes seront posés, seront résolus. Et toutes ces réunions, justement, aident à préparer la rentrée. Et je voudrais le dire, on parle de l'État. Je suis souvent gêné. Parce que l'État, c'est qui? Tout le monde doit se mobiliser. Parce que le docteur Yam l'a dit tout à l'heure, quand on vient parler des primes, les enseignants viennent parler de primes pour aller enseigner, pour aller faire 1 mois de cours, préparer les enfants à l'examen. Vous savez, nous sommes exposés tous les jours. Même sur ce plateau, nous sommes exposés. Il ne faut pas que les gens... Nous devons juste prendre nos dispositions. Tout le monde doit prendre ses dispositions. J'aurais bien voulu que les Camerounais contestent l'ouverture des bars.
Parce que pour moi, c'est la catastrophe, cette ouverture des bars. Quand je passe devant les bars, je vois que personne ne se protège. Aucune distanciation sociale, aucune mesure barrière n'est respectée. J'aurais bien voulu que les Camerounais disent, mais au niveau de l'école, on doit prendre toutes les dispositions. Et ça ne sera pas seulement le proviseur, encore que, quand on dit, ce n'est pas le ministre qui viendra le faire. Ce n'est pas le délégué régional ou le délégué départemental. C'est le proviseur et ses enseignants qui vont prendre ces dispositions et les faire respecter. Et ce sont ces enseignants aujourd'hui qui disent, nous voulons que, qui doit le faire? Tout le monde doit le faire, hein? Les gens ont bien participé à l'opération Coup de cœur, ils ont donné de l'argent pour que les lions aient notables. Pourquoi est-ce que chacun, en ce qui nous concerne, ne ferait même pas un petit effort, un petit sacrifice pour que les conditions soient réunies pour une reprise des cours moins risqués? Albert Natola, ici, jusqu'à preuve de contraire, les syndicats des enseignants conditionnent en tout cas la rentrée des classes par, il faut le dire, la satisfaction de leurs exigences. Écoutez, tout à l'heure, dans son propos, le docteur Yam a, même comme il n'aime pas le titre docteur Yam a planté le décor. Mais moi, je vais aller plus loin. C'est vrai, Steve, le passager manquant autour de ce panel, c'est un médecin. Je voudrais rappeler ce que le docteur Yam disait tantôt, c'est-à-dire que le droit à l'éducation est un droit fondamental. Le droit de se protéger est un droit fondamental. Et tous ces droits sont régulés par l'État, qui a un rôle régalien de veiller à l'éducation de sa jeunesse et de protéger cette jeunesse-là. La problématique que nous soulevons autour de ce panel, en fait, pose un autre problème, c'est-à-dire la gestion d'une manière globale de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Parce qu'en fait, j'ai eu également à le dire, toujours dans le cadre de cette tribune, à savoir qu'on a abandonné le pauvre Manao de Manachi sur le front, en ligne de front seul, comme si c'était parce qu'il est le ministre de la Santé publique, il doit être le seul à gérer cette affaire-là. Or, il s'agit, à mon sens, d'une crise sanitaire multisectorielle et multidisciplinaire. Ça veut donc dire que tout le monde devrait s'impliquer, en fait. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que d'une manière globale, on ne gère pas une crise, et j'insiste là-dessus, par des décrets, les arrêtés, en tout cas par la paperasse. On gère une crise par des actes et des actions de terrain. Et il me semble que de ce point de vue, on devrait ramener la gestion de ces crises au niveau de l'administration de proximité. Je parle ici des collectivités territoriales décentralisées. Parce que très souvent, ces collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les mairies d'arrondissement, ce qu'on appelait avant les communautés, c'est-à-dire désormais les mairies des villes, oui, ne doivent pas passer uniquement le temps à revendiquer le transfert de ressources, c'est-à-dire des ressources financières. Elles doivent se déployer sur le terrain de la lutte contre le Covid. Nous avons vu quelques actions politiciennes, la distribution des masques facieux, des seaux, des savons, ça ne doit pas se limiter là. Maintenant, je voudrais revenir d'abord sur ce qui concerne ce que je pourrais appeler la prévention. La prévention devait d'abord s'articuler justement en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées au niveau de la gestion, je veux dire la désinfection des espaces. C'est-à-dire que ce soit les universités, que ce soit les établissements scolaires ou primaires. Tout à l'heure, le professeur Assoumou a évoqué justement que pour ce qui concerne notamment la gestion des élèves dans le secondaire ou le primaire, étant donné que ce ne sont que les élèves en classe d'examen qui sont concernés, ça ne devait pas poser un problème. Puisque si les gestes barrières sont respectés, ça ne pourra poser aucun problème. La preuve, c'est que, et c'est paradoxal, nous avons les parents qui sont scandalisés de voir leurs enfants retourner à l'école, mais c'est les mêmes parents qui laissent les enfants aller jouer au ballon et les envoient faire le cours du petit commerce. Ça, c'est paradoxal. Donc, ceci dit, la troisième préoccupation est celle-ci. J'ai eu, par le passé, à faire une enquête et j'ai questionné plusieurs médecins qui m'ont indiqué, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le système éducatif, c'est-à-dire l'école, moi, il faut comprendre qu'on n'avait même pas besoin d'envoyer les enfants au quartier. Il fallait juste prendre en compte le respect des mesures barrières, oui, que tout le monde sait, et puis donner à chaque élève la chloroquine à titre préventif. Ça devrait peut-être gérer cette histoire, puisqu'il s'agit... On l'a souvent fait lorsque nous étions petits. Voilà, c'était quelque chose qui était fait presque tout le temps, presque tous les vendredis. Donc, c'était gérable, on n'a même pas besoin d'envoyer les enfants au quartier. Oui. Ceci dit, moi j'ai le sentiment que
les anciens veulent poser un autre problème, mais ils utilisent comme prétexte le Covid-19. Hier, nous évoquions un point de ces questions, c'est-à-dire vous avez les salaires qui sont tous des salaires, et certains chefs d'établissement ne respectent pas les engagements vis-à-vis de leur personnel. Les contrats qu'ils ont signés d'ailleurs en début d'année. Il y en a qui ont payé 6 000 francs de salaire à leurs enseignants, d'autres du tout. 6 000 francs de salaire à l'enseignant. Ah, sérieux. C'est-à-dire que lorsque vous donnez 6 000, d'autres n'ont même rien payé du tout. Alors que l'année scolaire n'est pas encore arrivée à son terme. Maintenant, vous avez des conditions de travail que Dr Yam soulevait tout à l'heure. Il y a ce problème. Moi, je pense que, d'une manière générale, nous sommes là confrontés à la problématique de notre système éducatif d'une manière générale et la gestion même de la crise de la pandémie du Covid-19. Quoi qu'il en soit, moi je crois que autant il est fondamental que les droits des enseignants, du moins pour ce qui concerne leur santé, la protection de leur santé, soient garantis par l'État, c'est le gouvernement, autant il est fondamental que le droit à l'éducation des enfants qui est garanti par l'État soit exactement et aussi respecté par les enseignants. Donc je pense que de ce point de vue, il faut qu'il y ait une concertation, parce que là, nous sommes aussi là dans une absence de concertation. Parce que chacun fait comme il veut à son niveau. Il prend un texte, l'autre qui prend un texte, qui prend un décret ou un arrêté. Et puis, on croit qu'on a résolu le problème. Non. Je pense qu'il doit y avoir une concertation. Tout à l'heure, j'indiquais qu'il s'agit d'une crise multisectorielle, multidisciplinaire. Oui. Donc, tant qu'il y a une absence de concertation, il y a de la cacophonie. Éric Pepin-Bika, jusqu'à preuve de contraire, on parle des syndicats, en tout cas du secteur public. Pourtant, il y a également le secteur privé qui a pas mal de problèmes. Vous soulignez d'ailleurs, il y a quelques instants, et avec Albert Anatola ici, qu'il y a des enseignants à qui on a remis 6 000 francs de salaire à la fin du mois. Il y a un monsieur à qui on n'a absolument rien donné du tout. Pourtant, il y a pas mal de contrats qui avaient été faits par ces chefs d'établissement. Il faut le dire, certains pour 12 mois, certains pour 10 mois, certains même pour 9 mois. Mais jusqu'à preuve de contraire, les 9 mois ne sont pas encore atteints, ni les 10 mois, encore moins les 1 an. Non, la plupart des promoteurs d'établissements privés ont émis des réserves à pouvoir régler leurs factures dû au fait que certains parents n'avaient pas encore fini avec la scolarité. Mais pour d'autres également, la scolarité était déjà bouclée. Donc, ils ont donc profité de ce vide-là, de ce manque de communication. Parce qu'au début de la fermeture des classes, pour ce qui concerne le lectorat, je pense que le délégué régional avait instruit à ce que les contrats soient respectés. Ça a été respecté dans certains établissements, je pense, au mois de mars et avril. Et puis, bang, rien n'était plus respecté. Cela pose le problème de la gestion introspective de ces secteurs d'enseignement, qui, il faut le dire, depuis les années 94, date de la dévaluation, a été confié entre les mains des non-experts, c'est-à-dire soit des fonctionnaires, même pas du secteur privé, de l'éducation, qui allaient en retraite et puis qui bénéficiaient d'une certaine bonification, qui s'octroyait un terrain et puis qui lançait un établissement. Du coup, il était promoteur d'un établissement. C'est-à-dire, c'est un secteur, pour la plupart, qui est remis entre les mains des charognards, si on veut être moins modeste. Et ça cause un problème de l'inhumanité dans le traitement des enseignants. Parce que là-bas, dans ce secteur-là, l'enseignant donne tout et ne reçoit pratiquement rien. Il faut vous dire, le nombre d'encadrés dans ce secteur-là n'est pas aussi moindre que dans le secteur public. À la limite même, on peut dire que les chiffres sont équivalents, parfois même plus importants, parce que tout est fonction de la carte scolaire. Là où l'État n'existe pas, forcément, la carte scolaire indique... Est-ce que la carte scolaire existe même d'ailleurs? Non, en fait, la carte scolaire, en termes de géolocalisation des services qu'offre l'État, c'est-à-dire des établissements publics implantés à l'intérieur des grandes agglomérations, des grands quartiers. Et dans une ville comme Douala, les grands quartiers sont plus nombreux que les petits quartiers. Donc là où l'État ne peut pas être capable d'implanter un établissement public, forcément, le secteur privé remplace l'établissement dans l'offre de services. Donc on s'entend donc avoir un très grand nombre d'enseignants, d'encadrés, issus de cette zone-là. Parce qu'en réalité, l'un des critères de choix de l'établissement pour le parent, c'est la proximité de l'établissement. Parce que le parent ne saurait faire traverser la route à son enfant, pourtant l'école est à côté. Et le parent ne devrait pas interroger la qualité de l'école. Ce n'est pas de son rôle. Il appartient au mécanisme institutionnel étatique de pouvoir interroger la qualité de l'école. C'est-à-dire tout ce qui va avec cadre d'enseignement, substances grises qui interviennent, ainsi de suite. Donc, ce secteur est abandonné avec un jeu de passe-passe depuis plusieurs années. Et c'est l'occasion, justement, comme disait Albert Anatole tout à l'heure,
que les uns et les autres essayent un peu de jeter un regard introspectif dans ce secteur pour qu'il soit mieux régulé, parce que ça va dans tous les sens. Les promoteurs s'enrichissent au détriment de ceux qui transmettent le savoir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je prends ça du professeur à Yovi de l'université de Lomé, qui dit, lors d'une pandémie, il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de bonne décision, il y a les décisions. Au début de cette pandémie, le 17 mars, quand le Premier ministre a ordonné la fermeture d'un certain nombre d'infrastructures, notamment le départ des enfants, le fait que les enfants restent dans le quartier, on a parlé bel et bien d'un confinement, un vocabulaire qu'on a hérité de cette crise-ci. Et à ce moment, les gens ont dit, on confine pourquoi? Quelles sont les mesures d'accompagnement? On n'a jamais confiné. Parce que je me souviens quand le maire Denis Fampou a commencé à vouloir envoyer les commerçants à la maison pour désinfecter les marchés de Douala 2e, ça a fait un tollé général. Si bien qu'elle a reculé, on a retrouvé le grand amphithéâtre que constituent les marchés de la ville de Douala. Lorsqu'on a dit que les enfants restent à la maison, beaucoup se sont offusqués. Moi, en premier, du moins, moi, j'étais de ceux qui pensaient que nous sommes en guerre biologique. Parce que moi, je ne parle pas d'une épidémie ou d'une pandémie. Je parle d'une guerre biologique. Aujourd'hui, on est en train d'atteindre, à caracoler les chiffres de 270 à 300 morts à travers le monde. 400 000 morts. C'est une guerre biologique, ce n'est pas une pandémie. Et actuellement, elle n'est pas circonscrite, que ce soit au nord ou au sud. Donc, moi, je pensais qu'il était urgent de laisser les enfants à la maison et de commencer le confinement. Et puis, je suis de ceux qui pensent de ce plateau que nous avions raté le confinement dès le 17 mars. Parce qu'en réalité, on devait confiner dès l'aéroport. Je le dis sur ce plateau chaque jour. On devait créer des hôpitaux de fortune dès l'aéroport pour que ceux qui entrent devraient faire leur quarantaine à cet endroit-là, tranquillement, avant d'être insérés dans la société. Depuis plus de 8 semaines maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle la phase de contamination communautaire. Et il y a un peu une compréhension assez ambiguë des mesures barrières, parce qu'en réalité, on a parlé de la distanciation sociale. Moi, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'est. Mais je me suis réjoui que les Français, eux-mêmes, dans leur vocabulaire, se soient rendus compte qu'ils ont fait une erreur et ils parlent de plus en plus de la distanciation physique. Là, ça se comprend. Physique. Parce que quand on parle de distanciation sociale, ça peut faire référence à une lutte de classe entre la classe des pauvres et la classe intermédiaire, la classe moyenne, la classe riche. On demande donc que ces classes-là soient distantes. Ce que ça peut dire, a priori. Mais lorsqu'on parle de distanciation physique, là, on interpelle les personnes individuelles. Je pense que c'est de cette distanciation physique que pose le syndicat des enseignants. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que leurs conditions de protection, de sécurité sanitaire ne sont pas prises en compte. Mais c'est également l'occasion pour les uns et les autres d'être solidaires. Il y a de très gros enjeux dans l'organisation d'examens de fin d'année au Cameroun. On parle d'un budget de près de 5 à 7 milliards. On parle du fait que les enfants ont légitimement envoyé leur dossier et ils doivent être évalués. L'État est face à un dilemme. Un dilemme qui ne peut pas être dissous sur le prisme des polémiques. Est-ce qu'il faut sauver l'année scolaire? Si c'est oui, quels sont les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir sauver l'année scolaire? Si c'est non, on reste sur le non et nous tous on reste à la maison. Mais en se disant de manière intérieure qu'on ne doit pas interroger l'État sur sa prise de décision. Nous tous, nous sommes parfois d'accord par rapport à la prise de décision de l'État parce que comme le professeur le rappelait tout à l'heure, l'État c'est qui? Sauf qu'à l'intérieur de l'État c'est qui? Il y a d'autres qui sont appelés à prendre les décisions. C'est à ce niveau que la définition de l'État est distincte parce que c'est tout le monde, mais il y a ceux qui sont prioritairement des responsables. Donc c'est de ça qu'il est question. Si les syndicats estiment que on fait venir, on envoie les enfants des classes intermédiaires à la maison et puis on introduit dans le système ceux qui sont dans les classes d'examen. Dans cet effectif, comme le professeur l'expliquait tout à l'heure, le plus gros effectif sont les troisièmes. Les effectifs les plus minimales, ce sont les terminales. Ça veut dire que comme les établissements vont se libérer, on peut les fonder. Il va encore se poser un problème. Tous les enseignants n'interviennent pas forcément dans les classes d'examen ou alors dans les classes terminales. Mais au moins, ceux qui sont enseignants ont un diplôme. Pour la plupart, ce sont les enseignants des lycées et collèges, donc sont PLEC, Bac plus 1 et d'autres sont PCH. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas les capacités vont rentrer en troisième et ceux qui ont les capacités, on va les réinsérer rapidement pour l'encadrement des enfants entre 1 et 1 mois et demi. On organise les éléments nécessaires. Les fonds alloués à l'organisation des examens sont déjà bloqués. Il faut qu'on le comprenne. La chaîne d'intervention peut-être sera réduite. Donc c'est l'occasion pour les responsables de l'éducation de densifier cette chaîne, de faire en sorte que ceux qui prennent le risque puissent, je vais parler comme au quartier, soucier les doigts de leur risque entreprise. C'est tout simplement ça.
N'est-ce pas parce que les enseignants sont mal payés qu'ils prennent justement cette décision à quelques jours, il faut le dire, de la reprise des classes? Le mauvais traitement... N'est-ce pas le mauvais traitement parce que le mauvais traitement jours. salarial, on peut faire une émission dessus. Oui. Le mauvais traitement salarial au Cameroun n'est pas proportionnel aux enseignants. J'en évoquais ici la fois dernière lorsque je prenais à corps et à cri la défense des médecins. Ils sont très mal payés également. Et c'est la raison peut-être pour dans le public, dans le privé, voilà, ils sont aussi mal payés. Ça, oui. Ça ne fait l'objet d'aucun débat. Peut-être, ça peut faire l'objet d'un débat auprès des gouvernants, où on peut leur dire, il faut ajouter quelque chose. Pas ajouter quelque chose, il faut bien les payer comme le docteur Yamba dit. Ne pas ajouter quelque chose. Il faut pas partir de quelque chose. On paye bien ces enseignants. Il faut pas dire ajouter quelque chose. Je suis d'accord. On vous ajoute 1000 francs, c'est pas c'est pas de ça qu'on nous parle. Parce que même les prix dont le docteur parlait tout à l'heure, moi j'ai été enseignant au lycée de Yard pendant très longtemps. Mais je ne peux pas y aller dans ce domaine-là. Voilà, même dans le privé où je suis, en fait, ça ne se dit pas. Mais c'est comme le professeur disait tout à l'heure, il est enseignant dans le supérieur depuis 93. Il n'est pas bien payé, il faut vous rassurer. Faut vous assurer. Mais en réalité, l'enseignement est comme la drogue. C'est-à-dire, quand on s'y frotte, on a de la peine à s'y ressortir. On a toujours envie d'aller donner. On ne peut plus décoller. Même si on a un pantalon, une chemise, on a toujours envie. Moi qui suis confiné depuis 3 semaines, je disais l'autre jour à mon épouse que ma classe me manque. Parce qu'en réalité, j'ai ma tribune où j'ai dit tout et n'importe quoi, l'inspecteur n'est pas là. Donc à partir du moment où je suis à la maison, il y a ce manque-là, cette drogue-là, cette adrénaline-là qui me manque. Donc j'ai envie de retrouver ma classe et mes élèves. Ce qui est, on vous comprend parfaitement, Eric Pépin Mikaï. Docteur Yamtimba, il ne faut pas quand même oublier qu'il y a une autre décision qui avait été prise par le gouvernement, c'est que les élèves qui ne sont pas dans les classes d'examen vont pouvoir aller en classe supérieure pour ceux qui, en tout cas, eu de bons résultats et rester justement à la maison. Mais il y a également une décision qui a été prise hier par la France en ce qui concerne les classes d'examen et surtout le baccalauréat. Toutes les personnes qui ont eu de bonnes notes au premier trimestre et au second trimestre, ils ont déjà leur bac. On n'aurait pas pu faire ça également? Vous avez dit que ça a été pris où? En France. Moi, je suis au Cameroun. Je vous pose juste la question. Non, mais moi, je suis pas là. Parce qu'à un moment donné, je vous pose la question parce que quelqu'un me disait, il y a une chose simple, c'est que les examens au Cameroun, c'est comme un jeu de loto. On ne sait pas si on va prendre ou on ne prend pas. Parfois, les meilleurs élèves sont ceux qui sont calés à la fin. Non, il faut qu'on arrête ça. On n'a pas tout le temps, quand nous voulons faire discuter des choses qui se passent chez nous, avant même d'avoir épuisé le sujet, qu'on commence à parler des autres, qui ne sont pas forcément un modèle. Donc, moi, je voudrais dire 2 ou 3 choses avant de répondre à votre question, dans tous les cas, parce qu'il y a quelque chose que ça soulève comme problème. Oui. Je crois que les enseignants sont remontés, parce que le 1er juin, c'est dans quelques jours. Nous sommes le 26. Oui. Et au fond, il n'y a pas de choses clairement arrêtées. C'est ça l'un des problèmes auxquels ils sont confrontés. En tout cas, l'enseignant du syndicat vous le dira tout à l'heure. On est encore en train de préparer la rentrée. Or, ça a été annoncé quand? Je sais pas, ça fait peut-être quelques jours. Non, ça fait à peu près 4 ou 5 semaines que ça a été annoncé. Que ça a été annoncé. Ça fait 4 ou 5 semaines. Alors, c'est-à-dire qu'en 4 semaines, notre gouvernement n'a pas pu arrêter des mesures claires. Et il faut comprendre une chose, on ne gère pas un État en impliquant tout le monde. On inclut tout le monde dans les discussions. Et l'un des problèmes, c'est justement cette inclusion. Est-ce que le gouvernement a inclus les enseignants, les syndicats d'enseignants et les enseignants dans les décisions qui devaient être prises? Il y a l'organisation sur le terrain opérationnel, mais il y a également les grandes orientations stratégiques. Oui. Donc, qu'est-ce qu'au niveau stratégique, le gouvernement a arrêté? Est-ce qu'il en a discuté avec tous les syndicats? Parce qu'il y a plusieurs syndicats d'enseignants. Est-ce qu'ils les ont tous, ils les ont appelés en réunion pour qu'ils s'entendent tous en disant voilà, ce qui aurait amené les syndicats d'enseignants à consulter leur base pour leur demander, chers membres, chers collègues, qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous entrevoyez tout ce qui arrive, comment vous voulez qu'on organise ça? Et ils font remonter donc les desiderata de leurs collègues. Et sur la table, avec les responsables du ministère, on dit voilà ce que les enseignants attendent. Parce qu'on parle d'enseignants, on n'est pas en train de parler des gamins. Même les gamins, vous leur demandez quand même, oui, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir ou comment tu vois telle chose. Donc, ils pourraient faire des propositions qui sont beaucoup plus pertinentes parce qu'elles sont basées sur leur vécu quotidien. Justement. Le directeur qui est au ministère là-bas ne sait pas à quoi ressemble un lycée.
Il ne sait pas comment ça se passe au lycée parce que même s'il a été enseignant lui-même, il y a longtemps qu'il n'y est plus. Et chaque année, ça change. Donc, il faut prendre les desiderata des enseignants, les faire remonter. Et comme ça, eux, ils vous disent de façon opérationnelle, voilà ce qu'il faudrait faire. Et sur cette base, donc, le gouvernement va... les ministères concernés vont donc décider des orientations stratégiques qui doivent absolument tenir compte de ce que les enseignants, des attentes des enseignants. Oui. Le problème qu'on pose relativement au fait que oui, mais pourquoi les enseignants, on dirait qu'ils sont là dans une embuscade? Non, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est l'occasion qui fait le larron. Ces gens-là, ils n'ont jamais l'occasion de se faire entendre. C'est d'ailleurs la seule communauté dans ce pays qu'on n'écoute pas. Donc ils ont attendu les Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Ils ont profité de l'opportunité qui leur est donnée pour poser leurs problèmes. Et l'un des problèmes qu'ils posent est effectivement financier. Et il y a une proposition que nous faisons depuis un certain nombre d'années en disant, par rapport, par exemple, à l'enseignement privé, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Nous devons nous assurer que ce soit dans les lycées ou que ce soit dans les collèges, dans le secteur public ou dans le secteur privé, il faut qu'on harmonise les salaires. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des enseignants qui gagnent 2 francs et les autres qui gagnent demi-francs. Il faut harmoniser cette affaire. Et le même programme, c'est les mêmes attentes, c'est les mêmes exigences. Et la bonne chose à faire, c'est que l'État doit prendre une partie des salaires des enseignants du privé. Sauf qu'à ce moment-là, l'État devient plus rigoureux envers les promoteurs. Par exemple, l'État peut dire, OK, on va vous traiter comme toutes les entreprises, donc vous payez vos impôts. Parce que pour le moment, ils sont exonérés d'impôts. Vous payez vos impôts, messieurs, ce qui permet justement à l'État de contrôler ce qu'ils font, des effectifs. Vous êtes vraiment sûr que l'État maîtrise les effectifs des écoles? Pas du tout. Voilà. Enfin, donc, ça permet de contrôler leurs effectifs, de s'assurer de combien, qu'est-ce qu'ils encaissent. Et ensuite, donc maintenant, en réalité, ce que l'État va apporter comme soutien au salaire des enseignants, ça va être une sorte d'avance. Mais également, c'est une sorte de subvention de cet ordre d'enseignement. Parce que, messieurs, l'éducation est du ressort régalien de l'État. Et lorsque l'État concède cette activité au privé, concède cette activité au privé, l'État doit s'assurer que la ressource essentielle qu'est l'enseignant que ce métier-là ait toujours la même attractivité. Parce que, vous savez, vous allez même dans les établissements publics, vous avez ce qu'on appelle les vacataires. Mais parfois, ils gagnent à peine... il y a 50 000. Là où ils sont le mieux payés, il y en a qui gagnent 25 000. Pendant ce temps, ceux qui sont fonctionnaires, ils gagnent davantage. C'est pas normal. On attend les mêmes... Je voulais juste faire une précision. C'est que le vacataire gagne 50 000. Il a un volume horaire à peu près de 85 heures par mois. Or, le fonctionnaire, lui, il gagne peut-être 215 000. Mais le mec a peut-être 14 heures, 13 heures par semaine. Donc un volume horaire de moins de 60 heures. En fait, il y a un traitement inhumain. C'est pas sérieux. Et on attend il va faire du copier-coller tranquille. Hein? Et on attend de ce vacataire exactement les mêmes performances que le fonctionnaire. En réalité, là, nous abordons les problèmes de fond. Et les enseignants ont simplement profité de l'opportunité qu'il leur a donnée, parler. Donc, moi, je crois que l'État doit le faire. L'État doit s'assurer que tous les enseignants de ce pays aient le même traitement. Ça va faire quoi? Ça va relever, ça va redonner son lustre à ce métier. Et ça va permettre que les enseignants du privé, par exemple, ne subissent plus le chantage des promoteurs. Et comme ils ne vont plus subir le chantage des promoteurs, parce que l'État doit durcir les conditions à la fois de recrutement de ces enseignants, parce qu'ils doivent avoir un certain niveau, et s'assurer de leur donner, pendant les mois de vacances, des cours de remise à niveau. On fait les mini-MBA en 6 semaines, 5-6 semaines. Donc, on peut faire des cours de pédagogie, de mise à niveau, si vous voulez, pour leur donner les outils. En 6 semaines ou en 2 mois pendant les congés. Donc, on les forme régulièrement et peut-être tous les 3 ou tous les 5 ans, il y a des cours de remise à niveau. Ce qui fait qu'on durcit les conditions de recrutement de ces enseignants. Puis c'est l'État qui va les payer. Enfin, va payer une grosse partie, peut-être les 2 tiers. Le reste est payé par les enseignants et ils ont des salaires 12 mois, comme tout le monde. Ils sont affiliés à la CNPS, comme tout le monde. Et ils ont une carrière qui évolue, comme tout le monde. Et les projets de vie. Tout cela, ça va faire que, au bout du compte, quand vous êtes enseignant dans un collège, vous ne passez pas votre temps, au lieu d'enseigner, à préparer les concours,
parce que vous n'avez pas le temps et que vous voyez que vous ne vivez pas. Mais vous êtes vraiment engagé parce que c'est un métier. On durcit les conditions de recrutement pour que les gens aient un certain niveau et on s'assure que comme vous n'êtes pas forcément passé par, l'école normale supérieure, eh bien, au cours des 3 ou 5 prochaines années, pendant que les autres sont en congé, vous allez faire le sacrifice au mois de juillet et d'août d'être à l'école. Et comme cela, on vous met à niveau, au bout de 5 ans, vous avez le même niveau que les autres. Donc je veux juste ajouter, cela éviterait... Non, le sujet c'est tellement intéressant. Cela éviterait justement qu'on ait des enseignants du privé qui soient pigistes dans peut-être 4 ou 5 établissements. C'est impossible. Bon, comment un enseignant peut être dans 4 ou 5 établissements? Il l'a arraché de Parce ma que le tout, bouche. c'est pas d'enseigner, mais c'est d'être objectif dans la correction des copies. Il va y mettre quelle objectivité? C'est qu'il récupère les copies dans ces établissements-là, il donne ça aux enfants au quartier. Du coup, les enfants ont des notes qu'ils ne méritent pas. C'était le prochain point que je voulais soulever. Et le deuxième, l'autre point, par exemple, dans le supérieur, et ça me permettait en fait de faire la transition vers le supérieur. Mais c'est la même chose. Vous avez des enseignants du supérieur qui enseignent dans 4 établissements. C'est parce qu'ils gagnent 2 francs. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de choisir un métier et vous attendez de lui certains niveaux de performance et vous ne lui donnez pas une contrepartie qui lui permette quand même de s'assurer qu'il a une certaine qualité de vie. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons de manière générale dans l'enseignement, qu'il soit du secondaire, du primaire ou du supérieur, c'est que vous avez par exemple des enseignants du supérieur qui sont obligés d'être vacataires dans les IPES. Voilà le même problème. C'est-à-dire que vous avez dans les IPES, il y a ceux qui sont là, il y a ceux qui sont vacataires, et il y a des gens qui ont des salaires que vous n'imaginez même pas. Tout cela doit cesser. Il faut que l'État sache que ce que nous appelons l'État, c'est finalement les responsables publics. C'est leur responsabilité. Le problème chez nous, c'est qu'on a trop vite oublié ce qu'on appelle le contrat social. Et le contrat social veut que un certain nombre de sujets soient traités par ceux qui, tous les mois, reçoivent des salaires, des traitements, sont protégés par notre société et ont des fonctions. C'est eux qui doivent faire ce travail, c'est pas tout le monde. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous entendais parler, votre collègue et vous parliez de la protection individuelle. Vous disiez que c'est d'abord la responsabilité individuelle de se protéger. Non, il faut que les gens arrêtent de répéter ça tout le temps. On n'a pas besoin, l'État n'a pas besoin ou on n'a pas besoin d'un enseignant ou je sais pas de la télé pour vous rappeler que protéger votre vie, les gens le font tous les jours. Le problème, c'est que nos États ont des responsabilités régaliennes, gouvernementales, qu'il faut qu'elles assument. Et l'une de ces responsabilités, c'est quoi? Si les gens sont tout à fait capables de dépenser 4 milliards pour offrir des voitures et des gens qui n'en ont pas besoin, ils sont tout à fait capables de dépenser les mêmes 4 milliards pour protéger leur actif le plus important qui est l'enseignant, à savoir lui donner des conditions de travail correctes, à savoir lui donner des masques, à savoir mettre d'ailleurs, faire des patrouilles médicales dans tous les établissements pour s'assurer pendant cette période de reprise des cours que ça se passe bien. Et les étudiants des facultés de médecine, là où il y en a, seraient très heureux justement de faire ces patrouilles pour leur formation. Et je crois que c'est pour cette raison, en fait, le problème qui est gênant, et j'aime bien ce que disait Anatole ici, allons-y rapidement, messieurs. C'est que on n'a pas le sentiment de quelque chose de construit. On n'a pas, pour le moment, la bonne attitude n'est pas de tirer sur le gouvernement, machin, tout ça, parce qu'on est dans une période difficile. Mais il faut quand même qu'on sente un minimum de construction, un minimum de structuration dans les actes du gouvernement. Comment est-ce que ça va se passer avec les taxis? Est-ce qu'on a parlé de ça? Le transport? Comment est-ce que ça va se passer avec les cantines? Les cantines. Ça va se passer comment là, lorsque les enfants... On ne comprend pas parfaitement, messieurs. Pendant ce temps, Albert Anatole, ici, on passe des moments difficiles, mais il y a 4 milliards qui ont été débloqués pour acheter des voitures aux députés. Alors que les anciens en ont besoin. Non, je voudrais relever 3 choses. La première, c'est que nous avons des policiers qui ont un statut. Vous avez des magistrats qui ont un statut. Est-ce que les anciens ont un statut? Oui. Ils ont un statut. Ah, d'accord. Statut particulier. D'accord. Même les enseignants, parce que même les enseignants du privé, parce qu'ils ont une mission de service public aussi. Pas avec les mêmes effets dans tous les cas. Voilà, en tout cas, puisqu'ils ont... Le problème, c'est les effets. Ils accomplissent une mission de service public. Et l'État a le droit de regarder et d'être très regardant dans l'accomplissement de ces missions de service public. Tout à l'heure, je crois que c'est Éric Pépin-Bucaille qui évoquait fort opportunément que vous ne pouvez pas comprendre que
les promoteurs d'établissements privés qui reçoivent des subventions de l'État pour certains restent plutôt dans le business. Ils ne payent pas leurs produits, c'est-à-dire leur matière, la matière grise, c'est-à-dire l'enseignant. Ça pose un problème. La matière première qui est l'enseignant. Ça pose un problème. Moi, je vois un médecin, un enseignant qui va à l'école, il est habillé en loc. Il est habillé en loc carrément. Et il va transmettre le savoir à un enfant. Non, il y a un problème. Je trouve certains établissements, même les enfants commencent à manquer de respect justement à l'enseignant. Je trouve cela. Et quelquefois, dans certains établissements, ce sont les élèves qui peuvent le taxer à leurs enseignants. Ça pose un problème d'autorité. C'est récurrent. Ça pose un problème d'autorité. Parce que, de notre époque, il ne voudrait pas être nostalgique. L'enseignant était quelqu'un de très respecté. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Même les parents se donnent le droit d'aller même agresser un enseignant dans l'espace où il est censé être protégé. Je pense que ce sont les éléments que le gouvernement doit prendre en compte pour protéger l'enseignant. Ça, c'est l'un des deux. Je pense qu'il est important et c'est fondamental que dans le cadre de la lutte contre le Covid, que véritablement, tout à l'heure, docteur, il a parlé des patrouilles médicales. Ça, c'est important, c'est fondamental. Il faut protéger pas seulement les élèves, mais surtout les enseignants et le corps administratif, parce que tout le monde est exposé. Et vous ne pouvez pas me dire que les responsables, moi je voudrais surtout m'intéresser ici aux établissements privés, parce que c'est là-bas où il y a la grande pagaille. Donc moi je pense qu'ils ont suffisamment d'argent, pas pour construire d'autres immeubles, mais pour pouvoir protéger leur personnel, le personnel enseignant. Troisième chose que je chute par là, il faut qu'on dessaisisse certains administratifs de régler certains problèmes techniques. Il y a des questions qui ne relèvent pas de la compétence des administratifs. Ça sonne tout faux. Et là où on se retrouve dans la situation actuelle, c'est de la cacophonie, où vous vous trouvez avec quelquefois quelqu'un qui est assis dans un bureau climatisé capitonné, il prend une décision à l'emporte-pièce qui ne prend en compte aucune réalité. Donc je pense, à mon sens, que de ce point de vue, il faut qu'il y ait une concertation. Parce que lorsque vous prenez des décisions non concertées, ça aboutit à cela. C'est pour ça que 4 semaines après, on n'a pas de feuille de route. On devait avoir une feuille de route claire, un cahier de charge précis. Et en plus, j'ai failli oublier. Et en plus, j'ai failli oublier. La carte sanitaire, tout à l'heure, moi j'ai vu le professeur à Kissé qui a une carte sanitaire. C'est une carte, non, une carte scolaire. C'est une carte scolaire à actualiser, professeur. Il faut actualiser cette carte scolaire. Professeur Assoumou, je sais que vous avez relevé pas mal de choses. Je vous laisse. Il est face à ses étudiants. Oui, il est face à ses étudiants. Bon. C'est le père. Et justement, je parlerai comme un père. Vous savez, je partage vos inquiétudes. Mais nous sommes en situation de crise. Vous savez, moi, je suis enseignant par vocation. Excusez-moi de vous le dire, quand j'allais à l'école normale supérieure, j'ai sorti d'une autre grande école. J'ai choisi de devenir enseignant. Et j'aurais pu faire autre chose. Et j'étais loin d'être bête. Donc, j'aurais pu faire autre chose. J'avais tellement de choix. J'ai choisi de devenir enseignant. Et ça fait 27 ans que je fais ce métier. Je peux vous dire que pendant que les autres se reposaient, on a eu environ 2 mois de congés forcés. Je n'ai jamais autant travaillé. Parce qu'il fallait préparer les cours, les déposer en ligne. Il fallait évaluer les cours de mes collègues. Et puis, le doyen de la faculté des lettres m'a confié 3 manuels à faire. 3 manuels de formation bilingue, première, deuxième, troisième année. 3 manuels, donc 3 livres. Et je suis en train d'achever le 3e. Et je crois que je le ferai cette semaine. J'ai fini les 2 premiers. Je n'ai jamais autant travaillé. Donc, franchement, vous savez, les questions de l'éducation sont essentielles, sont cruciales dans une société. Et être enseignant, c'est un métier noble. Je partage vos préoccupations. Mais je veux aussi dire que nous sommes en situation de crise. Même chez vous, les journalistes, vous avez une communication de crise. Vous ne parlez pas tant de crise comme... voilà. Donc, je voudrais dire... Nous aussi, on entend de l'aide. Hein. Voilà. On n'a pas eu cette aide. Il faut bien préciser. Vous savez, en situation de crise, on ne met pas un État en difficulté. On peut poser des problèmes. Je ne dirais pas qu'on ne pose pas de problèmes. Oui. Mais on attend surtout des solutions.
Tout à fait. On attend surtout des solutions. Le docteur Yam l'a dit, il a raison. Est-ce qu'on a associé les syndicats? Je ne sais pas. Je n'ai pas de données. Mais on aurait dû les associer si on ne l'a pas fait. Et si on ne l'a pas fait, est-ce que les syndicats attendent d'être associés pour apporter leur contribution? Je dis non. En situation de crise, tout le monde apporte sa contribution. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a ceci. Ils n'attendent pas, ils cherchent. Le Cameroun, il y a eu beaucoup déjà de traitements proposés qui attendent d'être homologués, mais qui sont déjà utilisés, vous le savez. Est-ce que ces gens ont attendu qu'on les associe à quoi que ce soit, Monseigneur Cléda et tous les autres? Non, ils n'ont pas attendu. Nous sommes en situation de crise. Tout le monde apporte sa contribution. Je peux vous dire, ça, excusez-moi de le dire, je suis ancien de l'Église. Mais les églises prient, vous le savez aussi. Ok? Il y a eu une prière il y a 3-4 jours dans toutes les églises, les paroisses de l'église protestante camerounaise, les PC. Et nous prions dans les paroisses, mais nous prions chez nous. Je peux vous dire que tous les jours à 22h, il y a une prière de tous les anciens de l'église. Bon, la présidente de l'association des anciens de l'église communique le thème, etc., les passages à lire. On le fait chez nous. Et peut-être en famille avec nos enfants. Nous prions, c'est la contribution. On n'attend pas que l'État vienne nous dire. Non. Chacun doit apporter sa contribution. Les enseignants ne peuvent pas attendre que l'État vienne leur dire de faire telle chose. Les syndicats des enseignants ne doivent pas attendre. C'est pour ça que je dis... ce qu'on n'a pas. Non, ils ont tout. Ils ont tout. Je vous dis que depuis 2 mois, moi, je ne dors pas. D'ailleurs, quand M. Ngoz m'a appelé hier, j'ai vraiment hésité. Oui. Parce que, je vous assure, j'ai travaillé hier de 7h30 à 19h. Avec peut-être une petite pause pour prendre le café et une autre pour manger. Donc, je savais que ce matin, il serait bien fatigué. Donc, pour dire qu'on a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à donner. Mais je puis vous dire que depuis 2 mois, il y en a qui dorment, hein, qui sont enseignants. Les enseignants doivent aussi payer la crêpe pour leur je voudrais dire, tout le monde peut contribuer, monsieur. Les médecins contribuent. Tous les corps sont affectés. Et les médecins, les soignants, comme on les appelle, payent le plus lourd tribut. Pourquoi est-ce que les enseignants devraient rester chez eux, toucher leur salaire pendant 3, 4, 5 jours? Ils devraient apporter des propositions et dire non à la reprise des cours, à la veille de la reprise des cours. Je trouve qu'il y a un problème d'éthique, monsieur. Vous savez, les parents sont malheureux. Nous sommes tous parents, je crois, hein, en fait. Il y en a qui sont très jeunes. Nous sommes tous parents. Oui, les parents sont très malheureux d'avoir les enfants à la maison. C'est vrai. Ouais, et nous devrions être malheureux, comme l'a dit mon fils Bikaï tout à l'heure, de ne pas avoir ses enfants à l'école. Et je crois que c'est monsieur Aïssi qui a parlé tout à l'heure de prétexte. Je vous assure, j'ai très mal quand je constate que 9 fois sur 10, les Camerounais veulent tout prendre comme prétexte pour ne pas faire, au lieu de chercher des raisons de faire. Je dis, trouvons des solutions. Tout le monde est affecté. L'État a dit, ok, il faut sauver l'année. Ça doit être la préoccupation de tous les acteurs de l'éducation. Quand je parle de tous les acteurs, je parle des autorités éducatives, je parle des parents, des enseignants et autres. Maintenant, peut-être que ça ne se fait pas. Ça devrait se faire parce que je dis l'éducation concerne tout le monde. Les autorités administratives, les élus locaux, les opérateurs économiques, les parents, les enseignants, tout ce monde devrait se réunir pour voir. Mais la mairie peut apporter, on parle de désinfection. On n'attend pas seulement que le ministère de l'Éducation vienne. La mairie peut venir le faire. Il y a des opérateurs économiques qui peuvent venir le faire parce que l'école nous concerne tous. Les opérateurs économiques nous concernent tous. Vraiment, les problèmes de salaire et autres. Mes chers amis, vous le savez désormais, j'ai 27 ans. Il y a des enfants que j'ai formés. Hein, quelqu'un qui va avec un DA au Tchad, qui enseigne au Tchad, il a 2 fois mon salaire. Je ne peux pas être content de gagner le salaire que l'État me donne. Je ne suis pas content. Mais je paie mon travail et j'essaie de le faire du mieux possible. J'ai un de mes anciens étudiants sur ce plateau qui doit revenir d'ailleurs parce qu'il doit continuer en recherche. Oui, vous savez, hein,
mon maître, le professeur Maurice Taradje, disait que la vie, c'est une course de relais. Bien sûr. Tu cours et puis après, tu passes Tu le témoin. reviens. Donc, franchement, je souhaiterais qu'on soit dans cette logique et dans cette dynamique. C'est notre pays. Nous devons le construire. Nous ne devons pas, ce n'est pas le cas aujourd'hui, le détruire. Mais quand nous sommes en situation de crise, toutes les énergies Nous devons tous nous mettre ensemble. converger vers une seule solution. Sauver notre pays. Et tout le monde a parlé du comportement irresponsable. Être surtout responsable. Parce que ce sont ces comportements irresponsables qui font que cette pandémie, de plus en plus, est en train de progresser et de faire des morts dans nos familles. Messieurs, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin. Eric Pépin Bika, vous avez suivi votre professeur, hein, vous devez revenir pour finir la recherche pour le doctorat. Non, je suis d'accord, c'est un bon sophisme. Bon, même si quelque part c'est cher, vous m'avez dit ça. Non, oui, c'est cher. Et puis, très cher, mais bon, le ça professeur va. connaît qu'il n'y a pas les conditions d'accompagnement. Mais quand même, on va se battre à terminer ce parcours-là. On va À le faire. vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous me broussez, ça c'est encore l'église. Ça c'est pour encore bien motivé. Tout à fait. Docteur Yab, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Eric Pépin Bika, merci également. Je rappelle que vous êtes également enseignant. Albert Natola ici, merci également d'avoir été là. Ça fait plaisir. Professeur Assoumou, merci également à vous. Merci. c'était un Mesdames, plaisir. messieurs, on n'est pas encore sorti de parler en tout cas des enseignants. Il y a un enseignant d'ailleurs que nous allons recevoir dans un court instant. Kagne Tagamo Faustin est également là. Il nous parlera bien sûr de l'éducation. Nous accueillons sur ce plateau Kamge Tagamo Faustin, président de l'association Ernest Éducation, qui font d'ailleurs, il faut le dire, l'association qui fait dans la promotion de l'éducation des jeunes. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Comment allez-vous? Très bien, je me sens bien. Même si les enseignants veulent faire grève avant le 1er juin prochain? Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat, qui était un très bon débat déjà. Mais je dis, on ne marchande pas avec la crise. On ne pouvait pas attendre quelques jours pour commencer à dire que l'État devrait faire ci ou ça. L'objectif de l'enseignant, c'est former. En tout cas, on va revenir dans un instant avec vous. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs. Voici en tout cas le regard de l'expert.